L'échiquier international, bienvenue à vous. L'état profond, une expression de plus en plus répandue, mal cernée souvent, fantasmée, notion pourtant bien réelle dans la hiérarchie des pouvoirs. Mais à quoi cela renvoie ce concept précisément? Existe-t-il un pouvoir parallèle de l'État ou du pouvoir décisionnaire en coulisses, tapis dans l'ombre, au détriment des peuples? Si oui, quels en sont les objectifs et qui plus est, ses représentants? Est-ce que l'ensemble des États profonds se confondent ou y aurait-il un seul qui aurait la prépondérance sur tous les autres, ce qu'on nomme rapidement, sans jamais en déterminer les contours d'ailleurs, le mondialisme? Justement, faisons le tri ce soir en tentant de cerner cette expression d'État profond, en prenant des exemples concrets, historiques et surtout récents. Début des échanges dans quelques secondes. Évoquons donc ce soir les strates ou les niveaux de la gouvernance politique avec un dont on parle régulièrement mais sans jamais en déterminer le sens, l'état profond. Finalement, comprend-on réellement le concept de ce pouvoir en politique aujourd'hui? Une des nombreuses questions que nous soumettrons aujourd'hui à Claude Janvier, auteur de plusieurs ouvrages consacré au sujet, avec deux livres justement concernant l'état profond. Tout d'abord, bonsoir Claude Janvier. Bonsoir monsieur et merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors je disais deux ouvrages, l'état profond français, qui, comment, pourquoi, et un deuxième tome qui vient de sortir, l'état français, l'état profond français, qui le finance et pourquoi. Deux ouvrages passionnants, détaillés. Posons d'abord, si vous voulez bien, Claude Janvier, les notions. Alors qu'est-ce qu'un état profond, tout simplement? Alors un état profond, par définition, c'est ce que l'on ne voit pas. En réalité, je dirais tous les États du monde ont un état profond, parce que qu'est-ce que c'est qu'un état profond? Eh bien, c'est la haute sphère de l'administration publique et la haute sphère du privé. En fait, les présidents, les ministres sont des gens en vue, ils sont la cible ou ils sont sous les feux de la rampe médiatique. L'état profond, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire cette haute fonction publique et cette haute sphère du privé. Alors, il n'y a rien de mal à ce qui est un état profond, car en réalité, tous les États du monde ont un état profond, puisque tous les États du monde ont une autre sphère de la fonction publique et une autre sphère du privé. Mais le problème, c'est que cet état profond, enfin un état profond, est-ce qu'un état profond va dans le sens du bien commun ou du bien-être des peuples ou pas? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et c'est la question qu'on va se poser tout au long des prochaines minutes. Alors, pendant longtemps évoquer l'expression état profond, vous mettez dans la case complotiste, sauf que les chercheurs sérieux ont été contraints d'en parler. On va donner un exemple de cet état profond avec la fameuse affaire Susurluk en 1996 en Turquie. Alors rapidement, c'est le hasard d'un simple accident, un accident fortuit de voiture dans une province turque qui a ameuté la police, où on a découvert les liens, à l'époque en tout cas, entretenus avec les milieux politiques, la police, la mafia et l'extrême droite, les fameux loups gris turcs. Et puis l'état profond, l'expression d'état profond, est à situer à cette chronologie historique, ou plutôt deep state. Ça, c'est une expression qui a commencé à se vulgariser. On le doit justement à cet incident, à cette anecdote turque. Je ne sais pas si vous connaissez l'affaire Susurluk. Oui, tout à fait. J'avais eu vent de l'affaire à l'époque et je l'avais un peu étudié, bien évidemment. Et c'est exactement ça. Vous avez tout à fait raison de le souligner. C'est à peu près à cette époque où on a commencé à entendre parler de l'influence supposée, en fait, d'un état profond. Mais, en fait, de l'influence supposée, il faut quand même bien comprendre que ce n'est pas une influence supposée pour n'importe quel état, que l'influence d'un état profond, donc encore une fois la haute sphère du public et la haute sphère du privé, eh ben, elle est bien réelle et palpable. Alors, là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est que quand vous avez des gens qui sont dans la haute sphère du public et qui tout à coup passent dans la haute sphère du privé, donc on appelle ça en général du pantouflage,
Et l'inverse est tout à fait vrai, c'est-à-dire quand vous avez quelqu'un de la haute sphère du privé qui veut passer et qui passe dans la haute sphère de la fonction publique, on appelle ça du rétro-pantouflage. Voilà, il faut bien comprendre. Alors après, si vous le permettez, pour donner un petit exemple simple, comment ça peut fonctionner tout ça? Un exemple simple par exemple, d'état profond et d'ingérence, je dirais, entre les sociétés hautes privées et la fonction publique, eh bien, en France, par exemple, les sociétés d'autoroutes. Alors, les sociétés d'autoroutes ont été privatisées par Dominique de Villepin il y a longtemps. C'était une honte et un scandale, d'ailleurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que par 3 fois, ces sociétés autoroutières qui sont aux mains donc de sociétés privées, faut le savoir, les autoroutes sont aux mains de sociétés privées, par 3 fois, elles ont demandé un plan de relance à l'État, et le dernier plan de relance date du gouvernement de Madame Elisabeth Borne, ce qui n'est pas si ancien que ça, et à chaque fois, donc, ces plans de relance ont été acceptés par l'État. Autrement dit, en clair, ces sociétés autoroutières ont demandé à l'État, on dit voilà, nous on n'a pas assez d'argent pour financer les travaux d'entretien et on aimerait bien avoir un plan de relance. Donc en fait, c'est complètement ubuesque, mais malheureusement bien réel. Ça veut dire que des sociétés privées ont demandé à l'État de financer leurs travaux de rénovation. Il y a une mainmise en effet financière. L'argent des Français, en fait, est parti, l'argent de nos impôts est parti financer les travaux de sociétés autoroutières privées. Voilà, ça, c'est un exemple de l'État profond, vous voyez. C'est-à-dire pour enrichir l'argent public, pour enrichir des entités privées, si on pouvait schématiser. Pour rester avec le cas de la France, et suite à vos travaux concernant l'État profond français, on va parler aussi des autres exemples, mais on reste en France, et vous l'avez dit, l'État profond, et c'est ce qu'on ne voit pas, mais qui est bien réel. Tous les pays du monde auraient un État profond, mais la question, vous le dites au fond, est-ce que cet embryon, cette concentration de pouvoir, travaillerait pour les intérêts du peuple ou contre le peuple? C'est ça la vraie question. Alors, concernant la France, justement, votre conclusion est cinglante dans votre livre. Vous dites, Emmanuel Macron, au fond, serait une sorte, je vais caricaturer à outrance, serait une sorte d'attaché de presse de certains pouvoirs occultes qu'on ne voit pas. C'est bien cela? Absolument, absolument. Il faut retracer un petit peu l'historique de l'ascension d'Emmanuel Macron. En réalité, Emmanuel Macron était un parfait inconnu avant qu'il arrive donc au ministère de l'économie et des finances, avant qu'il soit nommé ministre de l'économie et des finances sous François Hollande. Avant cela, Emmanuel Macron était un parfait inconnu du peuple français. Donc, il a fait quand même, ce qui est à noter, il a quand même fait un grand séjour à la Banque Rothschild. D'ailleurs, nous allons très certainement y revenir. Donc, il a été choisi, en réalité, par l'ensemble des réseaux français. Et là, je fais référence ce qu'on appelle le réseautage en français, en France, c'est-à-dire l'Institut Montaigne, le Siècle, les GRAC, qui est un espèce de think tank de gauche. Donc ça, ce sont les réseaux franco-français. Et il a été propulsé aussi et choisi pour être propulsé à la tête de l'État par Rothschild et compagnie. Il y a plusieurs branches chez les Rothschild. Donc là, c'est vraiment Rothschild & Co. Et par aussi un des milliardaires américains qui s'appelle Kravis, avec son fonds, un fonds souverain qu'il a fondé, que la famille Kravis a fondé, qui s'appelle le KKR. Tout ça, c'est documenté. Je veux dire, c'est pas issu de ma propre imagination. Tout ce que je suis en train de vous raconter là est totalement sourcé et documenté dans nos livres et évidemment dans notre dernier livre, l'État profond français, tome 2. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Emmanuel Macron a été choisi par les financiers, donc par Rothschild & Co. et par Kravis, aussi par Jean-Pierre Jouyet, qui était à l'époque secrétaire général de l'Élysée. Et Jean-Pierre Jouyet connaissait très bien les Kravis. Donc Emmanuel Macron, en 2007, a été faire un petit tour aux États-Unis. Déjà à l'époque, il a été faire ce qu'on pourrait appeler en langage populaire français la tournée des popotes, pour essayer de trouver du financement pour cette future campagne présidentielle. Donc il n'y a pas eu d'erreur de casting de la part des réseaux et des financiers. Ils l'ont vraiment choisi et ils l'ont propulsé à la tête de l'État. Alors un dernier petit exemple aussi de comment son ascension s'est
en plus des financiers et du réseautage, il y a eu aussi qui s'est occupé de sa campagne de communication. À l'époque, c'était avant 2017, donc pour le propulser à la sommet de l'État. Il y a eu l'agence de communication et de marketing qui s'appelle Still Holt, avec un ami donc d'Emmanuel Macron qui s'appelle Sylvain Faure. Cette agence de communication privée, donc financée certainement par les Rothschild et par Kravis, a propulsé Emmanuel Macron avec 8000 articles de presse écrite pour lancer sa campagne présidentielle juste avant 2017. 8000 articles de presse écrite. Hein. Tous les jours, la une des journaux, c'était Emmanuel Macron, sans compter, bien entendu, les interviews de télé et les interviews radio. Bon voilà, vous voyez un peu comment ça... Mais pourtant, ça il a été élu 2 fois. C'est comme disait le poète et chanteur Léo Ferré à propos du peuple français. Mais pourtant, il vote. Oui, mais attendez, le problème, c'est l'abstentionniste en France. Le problème en France, par exemple, dans les dernières européennes, donc c'était en juin 2024 de mémoire, 56% d'abstention. 56% d'abstention. Donc en réalité, qui vote aujourd'hui en France? Eh bien, les militants purs et durs des partis politiques qui sont déjà établis. Hein. Je fais référence ici au PS, à la LR, au RN et à la LFI. Donc en réalité, on se retrouve toujours avec les mêmes élus. Et malheureusement, il y a 56% d'abstentionnistes dans ce pays, ce qui est énorme. Claude Janvier. En réalité, il y a une démission politique de la part des citoyens français, et ça, c'est navrant. Alors justement, 2 choses. Nous, on pensait que, bon, il fait partie des mécènes d'Emmanuel Macron. Je parle d'Alain Minc, qui l'avait accompagné, propulsé. Dernièrement, il y a 2-3 jours, Alain Minc a dit que Emmanuel Macron était le pire président de la Ve République. Et d'un autre côté, Nicolas Sarkozy de Nadji Boxa, c'est son vrai nom, hein, il est hongrois d'origine, Nicolas Sarkozy de Nadji Boxa, avait été aussi coopté par, entre guillemets, l'État profond. On se rappelle avec ses visites aux États-Unis, ses jogging avec un t-shirt à l'effigie de la police fédérale new-yorkaise. Actuellement, il est condamné par la magistrature française. Donc, est-ce que l'État profond, on règle ses comptes en interne? Est-ce qu'on délaisse certains champions qui nous auraient servi? Comment vous voyez la chose, enfin, avec les deux exemples que je viens de vous donner? Il y a toujours des fusibles. Ce qu'il faut comprendre avec l'État profond, c'est qu'ils s'entendent comme des larrons en foire, au sujet qu'ils soient de droite ou de gauche. Vous savez, dans les réseaux, ils se rencontrent. Hein, ils se rencontrent au siècle, à l'Institut Montaigne, donc les fameux clubs secrets discrets. Ils s'échangent les postes, hein, qu'ils soient de droite ou de gauche. De temps en temps, le petit problème, c'est qu'il y a une affaire qui éclate un peu trop, qui éclabousse un peu trop. Donc, à ce moment-là, il faut qu'il y en ait un qui serve un peu d'exemple et qui serve de fusible. Je fais référence ici, si vous vous souvenez, à Jérôme Cahuzac, qui a été ministre à Bercy tout à fait éphémère, qui avait juré ses grands dieux devant l'Assemblée nationale qu'il n'avait pas de compte en Asie, de compte offshore. En réalité, il avait des millions d'euros, donc il s'était parjuré. Vous me direz, il n'est pas le seul. Certes, mais alors là, il a explosé en plein vol, il a été mis de côté de la scène politique. François Fillon, pareil, à un moment donné, il aurait pu être président de la République, il a été écarté, effectivement, par des campagnes absolument intenses, en mettant en valeur, soi-disant, des affaires de travail, pas dissimulées, mais tous les... de la part de son épouse, etc., etc. Mais presque tous les politiques font ça, donc il n'y a pas que François Fillon. Donc, François Fillon a voulu sa peau. Nicolas Sarkozy, ça fait un peu tâche quand même avec cette affaire de son financement de sa campagne présidentielle, avec à l'époque l'argent libyen. Avec le sang libyen. Ça fait beaucoup. Donc, si vous voulez, là, il va falloir quand même qu'il aille faire un petit tour. Il va aller se refaire une santé, si vous me permettez, le jeu de mots. Alors, les téléspectateurs, je pense, nous veulent savoir qui sont les représentants de cet État profond. Vous en avez donné quelques exemples, en tout cas en France. Vous parlez de 13 grandes familles, des dynasties qui existent depuis, pour certaines, depuis 250 ans. Je veux parler des Rothschild, mais vous parlez des Orsini, des Rockefeller, des Vanderbilt, des Dupont.
mais aussi des grands groupes comme le groupe BlackRock ou Goldman Sachs. Vous donnez aussi l'exemple des places fortes, des places financières fortes comme la City de Londres et Wall Street à New York. Et vous vous intéressez particulièrement au groupe BlackRock et le groupe Vanguard. Pourquoi ces deux groupes vous intéressent-ils particulièrement? Si vous voulez, quand vous commencez à étudier la haute finance internationale, parce que là, c'est vraiment la très haute finance internationale, vous vous rendez compte que, par exemple, BlackRock, le numéro 1, gère aujourd'hui 10 000 milliards d'actifs. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Quand vous commencez à regarder comment ils font, ils gèrent déjà, ils gèrent l'argent de millions d'investisseurs. Ils prennent en général entre 5 à 10% d'actions dans toutes les grandes entreprises du monde entier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que BlackRock aujourd'hui est présent dans tous les pays du monde entier, excepté pour l'instant la Fédération de Russie. Souhaitons que ça continue d'ailleurs. Et la Chine, ils sont rentrés, mais pas partout. Ça commence à changer en Chine, hein. Ça commence à changer. En réalité, BlackRock est quasiment présent partout. Le problème, c'est qu'ils sont actionnaires de toutes les grandes entreprises. Là, prenez la France, par exemple, toutes nos grandes entreprises du CAC 40, BlackRock est actionnaire de toutes nos grandes entreprises du CAC 40. Donc, ils ont un contrôle. Ils ont un contrôle sur toutes les grandes entreprises. Ils ont un contrôle sur tous les grands médias américains. Ils ont aussi 5000 ordinateurs branchés en réseau sous un nom d'acronyme qui s'appelle Aladdin. Ce qui est intéressant, c'est qu'Aladdin, c'est un acronyme, donc c'est Asset, Liability, etc., etc. Sauf qu'ils ont réussi à faire coller cet acronyme avec, vous savez, la légende merveilleuse d'Aladdin, le fils du tailleur Mustapha qui frotte sur sa lampe à huile et qui fait apparaître un génie, et ce génie va lui exaucer tous ses désirs. C'est malin. C'est malin d'avoir fait coller ce super logiciel, donc, mais avec cette légende merveilleuse. Ce qui fait que dans le subconscient collectif, quand on parle d'Aladdin chez BlackRock, ah ben oui, c'est forcément bien. C'est pas bien du tout parce que ces 5000 ordinateurs branchés en réseau, gérés par 2500 employés de BlackRock, contrôlent aujourd'hui toutes les bourses internationales. Ça veut dire que ces robots, en réalité, écrèment les moindres hausses, ils écrèment, ils engrangent des millions. Là, à l'heure où je vous parle, les ordinateurs, sont en train d'engranger des millions et des millions de dollars à chaque instant. Et dès qu'il y a la moindre baisse, ils se retirent. Mais Claude Janvier, donc ça, c'est BlackRock. Vous voyez ? Mais Claude Janvier, l'État profond, européen ou français, finalement, est un paravent, puisque quand on dit État profond, généralement, on renvoie à un super pouvoir, un méta-pouvoir anglo-saxon. Mais est-ce que c'est pas, quand on lit l'histoire, est-ce que c'est pas dans la logique des choses, on vous rétorquerait en tout cas cet argument, puisque les anglo-saxons considèrent que la France et l'Europe, après leur débâcle en 1940, surtout la France, viennent et tentent de sortir la France de la nasse nazie. Bon, c'est vrai qu'il y a eu le système Amgot. Ils ont rencontré un grain de sable dans la machine qui s'appelle De Gaulle. Après, il y a eu 1968. Enfin, bref. Mais en tout cas, les anglo-saxons ont un droit de regard concernant la France, puisqu'ils considèrent qu'ils ont sauvé la France des griffes nazies. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, mais ça, c'est un peu ce qu'on nous présente comme image. En réalité, ce qu'il faut comprendre, tout à l'heure, vous avez évoqué les 13 grandes familles, parce que BlackRock, je viens de vous en parler un peu. Maintenant, moi, je me suis vraiment ultra intéressé, surtout à Vanguard, qui est juste en dessous de BlackRock, en dessous parce qu'il gère que 9 000 milliards de dollars, ce qui est quand même énorme. Mais le cas de Vanguard est très intéressant. C'est très intéressant, pourquoi ? Parce que Vanguard a été fondé dans les années 70-75, par justement ces 13 grandes familles que vous avez citées tout à l'heure. Les Rothschild, les Rockefeller, Vanderbilt, Orsini, Dupont de Nemours, etc., etc. Et la City de Londres et Wall Street, parce qu'en fait, tout ça, c'est la même grande famille. Ce qu'il faut comprendre avec Vanguard, c'est que Vanguard n'est pas coté en bourse. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui, personne ne peut acheter une action de Vanguard. Donc, personne ne peut avoir un droit de regard sur Vanguard. Mais le truc qui est intéressant, la chose intéressante, c'est que Vanguard est actionnaire de BlackRock. Donc, en fait, Vanguard contrôle BlackRock. Vanguard est actionnaire aussi, lui, en tant que société, est actionnaire de tous
les grandes sociétés aussi du monde entier, y compris les grands laboratoires pharmaceutiques, y compris les marchands d'armes, les complexes militaro-industriels américains, mais aussi européens. Par exemple, ce qui s'est passé à Gaza, je fais une parenthèse, ce qui s'est passé à Gaza, par exemple, a engrangé beaucoup d'argent pour ces groupes. Ah ben, énormément, vous savez. J'en parlais, je ne sais plus à qui récemment, toutes les actions, vous prenez les actions aujourd'hui du complexe militaro-industriel européen, Thales, par exemple, a pris 75%, je parle des actions, hein. Thales, c'est le numéro 1 français. Son frère jumeau, qui est le numéro 1 anglais, j'ai plus le nom en tête, a pris 50%. Le géant américain Raytheon Technologies a pris 35%. Et quand vous regardez toutes ces industries de la défense et donc des marchands de canons, en réalité, ils ont tous pris énormément de valeur. Je parle des actions. Et les économistes prévoient que sur 3 ans, les actions de ces complexes militaro-industriels, vont prendre à peu près plus de 130%, et sur 3 ans, ils vont prendre à peu près plus de 300%. Donc en réalité, quelqu'un de peu scrupuleux aujourd'hui qui a envie de s'enrichir, il suffit d'acheter des actions des usines d'armement. Mais qui est actionnaire de ces usines d'armement? BlackRock et Vanguard. Ah, alors il y a un autre aspect. Vous voyez un peu on est dans la boucle là. Hein. Alors le temps passe vite malheureusement. Claude Janvier, il y a un autre aspect dans votre livre. Vous dites le communisme voulait nous transformer en anonymes, dépouillés de tous nos biens propres. Certains vont être mécontents de la description, mais bon, c'est la description que vous en donnez. Vous dites que le projet Homo economicus veut nous transformer en monades, des sortes d'individus, et ce dès l'enfance avec les fameuses théories du genre, des théories dont la directrice de l'UNESCO, Audrey Azoulay, encourage même avec des nouvelles normes internationales au sein de l'UNESCO. Alors le but serait, parce qu'il y a un objectif derrière le mondialisme, en tout cas derrière l'état profond, est-ce que ça ne serait pas de déraciner l'homme, d'où les attaques par exemple contre la notion de nation et les frontières? Absolument, vous avez bien cerné le problème. C'est tout à fait cela. En réalité, cette hégémonie, cette haute finance internationale qui contrôle quasiment toute la planète aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, à part la Fédération de Russie et quelques morceaux de la Chine, ben, ils veulent conserver leur emprise, leur terrain de jeu. C'est un terrain de jeu qu'ils ont envie de continuer à faire fructifier. Ils amassent des millions et des millions d'euros. Vous savez, ils sont ivres de pouvoir et de puissance. Et le problème, il est là. Et en fait, en dessous, qu'est-ce que ça amène? Ça amène des guerres, ça amène de la violence, ça amène des coups d'État, parce que tous les coups d'État qui sont fomentés un peu partout dans le monde, vous savez, il y a eu ces fameux printemps arabes où soi-disant il fallait aller amener de la démocratie. Mais c'était financé par qui? C'était financé derrière par George Soros. George Soros, il travaille main dans la main avec Vanguard, avec cette supra-oligarchie financière mondiale internationale. Alors on me dit... Donc en fait, le grand problème, il est là. Alors on me dit... On me dit que Madame Azoulay n'est plus à la tête de l'UNESCO. Il y a peut-être une autre personne forcément qui Monsieur Anami, l'Égyptien, qui forcément dans la même lignée de la politique du gender, hein, c'est de ça dont il s'agit. Mais Claude Janvier, au fond, on a une discussion un peu pessimiste, au Roland un peu pessimiste, et le peuple dans tout ça, la citoyenneté, les contre-pouvoirs, je sais pas, les formations, il y a aussi une contre-élite, une forme d'aristocratie intellectuelle qui pourrait lutter contre le mondialisme. Ben, c'est ce que nous essayons de faire. Moi comme d'autres, hein, je vais vous dire, on essaye de mettre le doigt et surtout d'informer les gens. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas informés. Ils sont désinformés. Ils sont désinformés par des médias propagandistes qui ne donnent qu'un seul son de cloche, que le seul son de cloche, effectivement, décidé par cette supra-finance internationale. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut juste comprendre et cerner, c'est que ce sont des colosses, certes, mais au pied d'argile. En réalité, tout peut changer. Le futur n'est pas écrit. Si une majorité de gens aujourd'hui, comprenez les tenants et les aboutissants, tout peut s'inverser. Vous savez, 5000 ordinateurs branchés en réseau, ça présente des failles. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Je laisse à chacun le soin d'imaginer quelle faille il peut y avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Merci. Donc en réalité, tout peut changer. Merci Claude. Rien n'est écrit. Encore faut-il qu'une majorité de gens
et les bonnes informations. Merci. Et c'est pour ça que je vous remercie pour cette interview. Vous êtes toujours le bienvenu, Claude Janvier. Merci d'avoir été des nôtres. J'invite les téléspectateurs à se procurer vos 2 ouvrages, L'État profond français, qui, comment, pourquoi, et un tome 2, L'État profond français, qui finance et pourquoi. Je vous dis à bientôt et encore merci. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite des programmes sur Al24 News et je vous souhaite une agréable soirée.